Près de 225 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par notre pays lors de la conférence des donateurs à Addis Abeba, une somme qui sera destinée au financement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, et la restructuration de l'armée malienne. Un grand oui des députés pour la libération totale des régions occupées et l'organisation d'élections crédibles au Mali. La feuille de route du gouvernement est passée à l'unanimité aujourd'hui, une session extraordinaire suivie et analysée par nos reporters dans ce journal. Focus sur les forces armées spéciales du Mali, de jeunes volontaires issus de toutes les unités, leur qualité, la promptude et la bravoure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, je vous invite à suivre le fait du jour, un commentaire de Daouda Ndiaye. Peuple martyr, le Mali des grands temps, carrefour de civilisation des gros berbères, à la culture multiséculaire, le Mali se met debout. Tel phénix, le septentrion renaît de ses cendres. Ô Maliba, tu as tangué, soué et martyrisé par des gueux à la barbe hirsute, puant la drogue et l'argent sale, de gens sans foi ni loi. Te voilà debout, fier et humble, marchant vers un destin prédit. Sikirina, le Kénédougou, le Massina, Gorfouandou, dans le Télemsi ont été tes lieux de renaissance et de gloire. Nous chanterons aujourd'hui Kona, Diabali, le gourmand entier jusqu'à Gonzourei, d'où les flots chatouillants du majestueux Dioliba nous fredonnent le Djandjo. Djandjo pour nos braves soldats, Djandjo pour nos frères et amis venus d'Afrique et de France, Djandjo pour ceux des nôtres qui ont gémi mais n'ont jamais désespéré. Dieu est avec nous et non avec eux qui abusivement ont utilisé son nom pour frapper, voler, violer et profaner leur prochain. Dieu est avec nous, punissant de son feu ardent ceux qui osent utiliser sa grandeur et sa miséricorde pour assouvir leurs desseins diaboliques. Dieu est avec nous, tout simplement, pour nous rappeler que quiconque invoque son aide reçoit récompense à la mesure de son invocation. Dieu est avec le Mali et les Maliens. Quant aux djihadistes, obscurantistes dans notre âge, suppôts de Satan et de la drogue, ils croupiront dans l'enfer de leurs regrets, à la recherche d'un autre pour expier leurs péchés. Revoilà le Mali, comme en 1236 à Kouroukanfouga, comme en 1960 indépendant et souverain, comme en 1991 dans ses habits dignes de pionniers de la démocratie en Afrique. Dongadian, à Sébalité. Population du Fakala et du Farimake, du Seno et Aïré, du Haoussa et du Gourma, armez-vous de Hou et de Daba. Occupez vos champs et rivières, les vaches sont bien gardées. Séchez vos larmes, purifiez vos âmes. Ne vous trompez ni de combat, ni d'ennemis. Il est venu le temps de raffermir nos rangs, de nous serrer les coudes, le front haut, face au monde, pour clamer notre fierté, héritée de Sundiata, de Damonzon, de Sékou Amadou, de Amadou Sékou, de Thieba et Babemba, de Askia Mohamed, de Firoun Al-Ansar, qui jadis ont fait la fierté et la grandeur de notre peuple. Peuple du Mali, justice t'est rendue. Debout pour panser tes plaies, en avant pour ton développement. Voilà le fait du jour, un commentaire signé Daouda Ndiaye. Une belle moisson pour le Mali à la conférence des donateurs. L'Afrique et la communauté internationale ont manifesté leur solidarité envers notre pays avec la somme de 455,53 millions de dollars, soit près de 225 milliards de francs CFA. Cette somme collectée sera destinée au financement de la MISMA. La conférence qui a été organisée en marge du 20e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a regroupé autour de
l'organisation continentale, les partenaires bilatéraux et multilatéraux. À retrouver donc le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Modibo Mariko au cours de ce journal. Je vous propose de suivre à présent un extrait de l'intervention hier au sommet des chefs d'État de l'Union africaine du président de la République par intérim. Professeur Djonkouda Traoré a soulevé beaucoup d'interrogations, mais il a précisé que la peur a changé de camp. Selon lui, nous ne sommes pas en guerre contre l'islam, mais contre les terroristes et l'obscurantisme. Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours recueilli par nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Adama Kamara. À l'heure où nous vous parlons, nos forces nationales, fortement aidées par leurs alliés françaises et africaines, continuent d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi, désormais en débandade. Gao et Tombouctou sont quasiment reconquises. Et parce que la peur a changé de camp, voici que des voix crient à la croisade contre l'islam. Voici qu'elle ramène notre combat pour la liberté, la dignité et la paix à une guerre par procuration de l'Occident contre des musulmans sans défense. Qu'on nous dise pourquoi personne n'a entendu ces voix au moment où le Mali, pays musulman à 95%, avait besoin de la compassion et de la solidarité de ses frères en islam. Qu'on nous dise où étaient les donneurs de leçons qui n'ont pas entendu les sanglots de la petite Aïcha violée, comme beaucoup d'autres, sous la menace des armes. Qu'on nous dise où étaient ces donneurs de leçons le jour où un couple victime d'une justice inique et expéditive était lapidé à mort, soi-disant pour adultère. Où étaient donc ces voix lorsqu'à Guelok, des soldats de l'armée régulière malienne étaient égorgés par dizaines voici un an? Qu'on nous dise, comme l'ont rappelé les ulémas de notre pays, dans une belle unanimité, où étaient ces donneurs de leçons, quand par milliers, les Maliens étaient jetés sur les routes de l'exil et de la privation, de la misère et de la désolation. Où étaient-ils, ceux qui crient aujourd'hui à l'Holocauste, quand les conquérants de leur justice humiliante et mutilante coupaient les bras de notre jeunesse, détruisaient les écrans de télé, écrasaient les écouteurs de téléphone et décrétaient que le football était haram? Qu'on n'ajoute pas de grâce l'injure à la blessure. Le Mali ne mérite pas un tel mépris de leur part, car il a vécu le joug terroriste dans sa chair, dans son âme, dans le viol de sa conscience et de ses femmes. Le Mali ne mérite pas ce mépris, parce que comme toutes les sociétés de culture, c'est un pays de tolérance, d'humilité et de paix. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Nous sommes en guerre contre le terrorisme qui prospère de la vente d'otages innocents et des ristournes de la drogue. Nous sommes en guerre pour notre existence. Nous sommes en guerre contre l'obscurantisme. Toujours à Addis Abeba, restons-y. Je vous rappelle que le président de la République par intérim s'est adressé hier donc à ses pairs afin de faire le point de la crise et les perspectives de sa résolution après son intervention qui a suscité de vives émotions. Nos envoyés spéciaux ont approché certains participants. Les réactions sont très favorables en ce sens qu'elles ont permis de lever tout équivoque dans la compréhension de la situation que vit le Mali. Suivons ce qui nous dit respectivement le ministre des Affaires étrangère de la Guinée-Conakry, Luceni Fall, et celui du Niger, Mohamed Bazoum, des propos recueillis par Adama Kamara et Modibo Mariko. Le message était très fort, un message poignant. Un message d'ailleurs qui, si je dois faire un commentaire spécial, a mis quand même l'accent sur l'islam.
ceux qui tentent aujourd'hui de confondre l'islam avec les actes terroristes. Il faut absolument faire le point, et je pense que c'est un point essentiel que le président Diankouda a présenté à la communauté internationale. Mon pays est un pays musulman. Nous savons que l'islam est une religion de tolérance et de paix, et donc cela n'a rien à voir avec une action terroriste. Donc le message du président Diankouda a été reçu par tout le monde et salué par tous les responsables. Nous avons trouvé le message du président Diankouda Traoré comme un message empreint de sagesse, de lucidité, dans lequel il a levé toutes les équivoques pour dire ce que n'est pas ce à quoi on a assisté. Ce n'est pas, en effet, au nom de l'islam que les terroristes ont agi. Ce n'est pas davantage au nom de certaines communautés qui ne les ont jamais mandatées, qui ne les comprennent pas et qui souffrent des affres de tout le tort qu'ils ont fait à la société malienne de façon globale et à l'ensemble des communautés prises isolément. C'est ça la tonalité, mais aussi le contenu, si vous voulez, moral et politique. Et même, j'allais dire, philosophique du discours du président Traoré. Je pense qu'il dégage des perspectives pour le Mali que tout le monde va soutenir. Et je peux vous dire que la salle a été particulièrement sensible et même émue par moments par les propos du président Traoré. C'est ça l'avenir du Mali. Je vous le disais tantôt, une belle moisson pour le Mali à la conférence des donateurs. L'Afrique et la communauté internationale ont manifesté leur solidarité envers notre pays avec la somme de 455,53 millions de dollars, soit près de 225 milliards de francs CFA. Cette somme collectée sera destinée au financement de la MISMA et la restructuration de l'armée malienne. On retrouve nos envoyés spéciaux. Urgence et générosité sont les mots dont l'essence était les mieux partagés à cette conférence des donateurs pour le Mali. Urgence d'agir et générosité envers un pays qui en a les besoins. Le Premier ministre éthiopien donna d'entrée de jeu les tons en rappelant la situation de crise profonde qui traverse notre pays et invita tous à la solidarité. Il a été rejoint par la présidente de la commission qui a fait savoir la nécessité d'une action rapide et vive en faveur du Mali. Joignant l'acte à la parole au nom de la conférence des chefs d'État, elle annonce la somme de 50 millions de dollars. Pour le président de la CEDEAO, le front ouvert au Mali menace les intérêts stratégiques des États ouest-africains et au-delà. La guerre lancée contre les terroristes sera dure et longue, par conséquent son coût élevé. Mais reste convaincu que ce coût n'est pas hors de portée de la communauté internationale. Cette guerre contre le terrorisme nécessite le déploiement de près de 8000 soldats, bien plus que les 3300 fixés par la résolution 2085. Nous devons pour cela disposer de ressources estimées à près de 950 millions de dollars, c'est-à-dire largement supérieures au budget actuel de la MISMA de 460 millions de dollars. J'en appelle donc à la mobilisation bilatérale et multilatérale. Il faut agir vite et plus vite, a affirmé les représentants du secrétaire général de l'ONU pour ne pas freiner le déroulement des opérations militaires en cours. L'ONU a mis 2 fonds d'application en place qu'il espère avoir alimentés. Un pour la MISMA et un autre pour le Mali pour des besoins qui sont loin d'être que militaires. Le défi que nous avons à relever est non considérable. Nous devons absolument coordonner la fourniture de l'assistance humanitaire ainsi que le retour volontaire dans leur localité d'origine des personnes déplacées internes et des réfugiés. Nous allons également apporter l'assistance pour la restauration de l'état de droit, des institutions de sécurité, la promotion du dialogue national, la coopération régionale, la réforme du secteur de sécurité, les droits de l'homme et la démobilisation, le désarmement et la réintégration des ex-combattants. Le Japon a fait la plus grande sensation en annonçant 120 millions de dollars. Les États-Unis 96 millions en attendant le rétablissement d'une situation normale. L'Union européenne, comme contribution directe dans la cagnotte, a donné 50 millions d'euros et annoncé pour ce mois de février une mission de renforcement et de restructuration de l'armée malienne. L'Allemagne 20 millions de dollars et plus de 120 autres dès la reprise de la coopération. La France 40 millions d'euros, le Canada 35 millions de dollars pour le Nigeria, 3 pour le Ghana, 2 pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin pour ne citer que cela. L'Afrique de l'Ouest ne sont pas demeurés en reste. Une belle moisson de 455,53 millions et demi de dollars, soit près de 225 milliards de francs CFA qui ne prend pas en compte les dons en nature et les promesses annoncées. L'ampleur de la mobilisation
et l'unanimité de la solidarité qui se sont développées dans ces circonstances tragiques montrent à quel point chacun est désormais convaincu que le seul moyen d'arriver à bout de ce monstre hideux est de se mettre ensemble, de mutualiser toutes nos intelligences et tous nos moyens. Cette conférence de l'UA n'était qu'une étape qui devrait se poursuivre avec le groupe d'appui et de suivi de l'Union européenne. Ce serait le 25 février prochain à Bruxelles. Et nous avons ce message du président de la République par intérim, chef de l'État, adressé à son Excellence Madame Dilma Rousseff, présidente de la République fédérative du Brésil. Suite à l'incendie survenu dimanche dernier dans la ville universitaire de Santa Maria ayant causé la mort de 233 personnes, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple brésilien ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus attristées. En cette circonstance douloureuse, je prie pour le repos de l'âme des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence Madame la Présidente, l'assurance de ma très haute considération. Direction l'hémicycle, l'Assemblée nationale a voté cet après-midi à l'unanimité la feuille de route du gouvernement. Le document porte sur les deux missions principales du gouvernement, à savoir la libération totale des régions occupées et l'organisation d'élections crédibles. La feuille de route a été défendue par le Premier ministre Django Sissoko. Voyons sur quoi porte exactement cette feuille de route. Les précisions, c'est avec Aoui Touré. Elle était attendue, elle est enfin arrivée, s'est exclamée la majorité des députés. 45 minutes pour le chef du gouvernement, d'un ton calme, mesuré mais convaincant, pour présenter la feuille de route, un document de 8 pages avec un chronogramme d'exécution annexé. Il était si important pour le Premier ministre de rappeler les deux principales missions assignées à la transition. À la date d'aujourd'hui, des progrès significatifs ont été réalisés, à savoir le rétablissement des institutions de la République et leur fonctionnement régulier. Avec l'appui de la France, de pays amis, nous assistons à une libération progressive et sûre des zones occupées. Et dans cette reconquête, le dialogue se poursuivra avec les groupes qui ne mettent pas en cause la constitution du Mali. Pour ce faire, la feuille de route prévoit déjà la mise sur pied d'une commission nationale de dialogue et réconciliation nationale pour le mois de février 2013. L'organisation d'élections libres et transparentes reste un challenge. Le gouvernement de transition est déterminé à assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections et à permettre à tous les Maliens en âge de voter de jouir de leur droit d'exprimer librement et équitablement leur suffrage. D'autres réformes politiques permettront d'améliorer le système électoral, d'assurer l'expression plurielle des courants de pensée, d'organiser les professions de la presse, d'assurer la répartition équitable du temps d'antenne au sein de l'audiovisuel public. Des options sont déjà là, le choix du fichier biométrique, l'audit du fichier avec comme base le RAVEC. Le calendrier électoral proposé est seulement indicatif, a précisé le chef du gouvernement, et fera l'objet de concertation avec l'ensemble de la classe politique. De l'état de droit, de la lutte contre la corruption, le népotisme et l'exclusion, il en a été question. Les événements du 22 mars 2012 et ceux du 30 avril 2012 ont entraîné des arrestations extrajudiciaires, des détentions sans jugement et d'autres exactions. Le gouvernement entend remédier fermement à cette situation en accélérant la restauration de l'état de droit. À cet égard, il prendra toutes les dispositions idoines pour prévenir et punir toute violation des droits de l'homme.
Pour le financement de cette feuille de route, il a un coût estimé aujourd'hui à 174 milliards de francs CFA. Et où trouver cet argent? Le gouvernement a des pistes de solutions. À l'attention des partenaires techniques et financiers, il convient de souligner que les institutions de la République fonctionnent à nouveau, que l'état de droit se construit et que la gestion des ressources publiques est conforme aux normes et aux pratiques de la bonne gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement souhaite que soit envisagée la reprise rapide de la coopération avec l'État et pour que les aides budgétaires permettent au gouvernement de réaliser dans les meilleures conditions possibles sa feuille de route. Voilà donc, face à l'urgence, le gouvernement dirigé par Django Sissoko saura bien trouver les moyens de sa politique. Une mention spéciale est à faire concernant l'attention particulière que la France porte. Voilà, je vous signale que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la feuille de route du gouvernement. Ibrahima Traoré nous donnera plus de détails sur la conclusion des travaux de cette session dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a l'honneur d'informer le peuple malien et l'ensemble des généreux donateurs que dans le cadre du soutien à l'armée malienne pour la libération du Nord, la situation du compte ouvert à la BDMSA est la suivante. Solde du compte au 25 janvier 2013, 657 399 182 francs CFA. Chèque à l'encaissement, 203 125 000 francs CFA. Chèque à encaisser, 22 200 000 francs CFA, soit un total général de 882 724 182 francs CFA. Voilà. Les travaux de la 7e session du Conseil économique, social et culturel s'ouvrent lundi prochain. Les travaux de cette session seront placés sous le thème de la relance de l'économie nationale. En prélude à l'ouverture de cette session, le président du Conseil a organisé ce matin une rencontre d'information sur les thèmes de référence de ces assises. Nous vous proposons d'écouter le président du Conseil, Djamil Bitar, sur les objectifs assignés à ces assises. Des propos recueillis par Mamari Kouni. Après les institutions de la République, il faudrait aujourd'hui que nous parlions avec les responsables des structures fêtières. Commencer par les hommes de culture, les hommes qui sont actifs dans la société civile et également ceux qui sont les acteurs de l'économie au sens le plus large. Et à ce niveau aujourd'hui, vous avez constaté avec nous que pratiquement toutes les corporations étaient pratiquement représentées dans cette salle. Mais au-delà de cela, nous voulons rassurer l'opinion nationale que l'exercice auquel nous allons nous soumettre n'est pas de venir faire une imposition quelconque d'idées ou de faire le savant, entre guillemets. Nous venons en eux pour les écouter. Nous allons aller au plus profond. Au plus profond, ça veut dire quoi pour nous? C'est d'aller vers les vrais acteurs, ceux qui ont la main dans la pâte, ceux qui vivent avec les réalités quotidiennes du moment. Donc, nous avions dit au finish que nous allons sortir avec des propositions concrètes, avec la participation éventuelle des PTF, de ces assises, les résolutions que nous allons avoir. Nous allons mettre une commission de suivi en place afin de pouvoir régler certains problèmes de l'heure. À retenir également cette information par rapport à la note sur l'adoption du programme de facilité rapide de crédit du Mali par le Fonds monétaire international. Avec ce nouveau programme, le Mali bénéficiera du FMI d'un appui budgétaire d'environ 12 millions de dollars en 2013. L'adoption de ce programme du Mali par le conseil d'administration du FMI va permettre le déblocage en une tranche de 12 millions de
de dollars qui équivaut donc à 12 millions de dollars, soit environ 9 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire direct en vue de couvrir une partie du déficit de la balance des paiements. La cité des 333 saints vit désormais sous une nouvelle ère, celle de la liberté retrouvée après plus de 9 mois de domination terroriste. Des terroristes qui ont fui la ville avant même l'arrivée des forces armées maliennes et françaises. La ville est désormais libre, mais les dégâts sont énormes car les terroristes ont brûlé des manuscrits datant de plusieurs siècles. On fait le point avec Sidiki Dambili. Tombouctou, la ville des 333 saints, reprend de la couleur et explose de joie. L'armée malienne a fait une entrée triomphale dans la ville qui était aux mains des djihadistes depuis 10 mois maintenant. Désormais, à Tombouctou, on peut fumer dans la rue, prendre son petit thé, regarder la télévision, porter des habits que l'on veut et même aller en boîte. Des choses interdites il y a seulement 48 heures. Dans la ville, le drapeau malien porté par un militaire retrouve sa place sur les hauteurs. La vigilance reste tout de même de mise car il n'y a pas eu de combat et l'on se demande où sont bien passés les djihadistes. Ils ont quand même laissé des traces indélébiles en détruisant des manuscrits datant de plusieurs siècles. Gao et Tombouctou libérés, les regards sont maintenant tournés vers Kidal, autre bastion des djihadistes. L'autre défi, c'est de sécuriser les villes libérées. Il faudra procéder à des déminages, protéger la population et empêcher les représailles. À présent, focus sur les forces armées spéciales maliennes. Dans le processus de libération du nord du Mali, l'armée malienne est non seulement soutenue par l'armée française, mais aussi et surtout par de jeunes volontaires issus de toutes les unités. On les appelle les forces armées spéciales maliennes. Nos envoyés spéciaux, Moussa Rimaïga et Aliou Touré, nous précisent que grâce à leur promptude au combat, leurs actions ont été déterminantes dans la réussite de l'offensive contre les terroristes à Gao. Découvrons-les ensemble. Ce groupe de commandos volontaires qui a été une initiative de création du commandant des forces depuis le repli de Gao, selon ses dires, depuis sur le pont de Gao en train de se replier, il a pensé à ce phénomène de force spéciale. On les appelle les forces spéciales de l'armée malienne, un corps d'élite exceptionnel composé de plusieurs corps de l'armée, fait de jeunes soldats et sous le commandement de jeunes officiers. Leur entrée en scène a été très déterminante dans les combats de Konna à Gao et dans la déroute des terroristes en passant par Douanza, Ombori et Gossi. Ce groupe est constitué exclusivement de volontaires d'armes et de grades diverses. Ils viennent de toutes les armes, infanterie, armée ABC, garde nationale, armée de l'air. Et ils sont les premiers à prendre contact avec l'ennemi. Une fois qu'ils ont contact avec l'ennemi, quand ils ont besoin de l'appui-feu de l'artillerie, ils nous donnent les coordonnées nécessaires et on envoie le feu devant eux pour pouvoir faciliter leur manœuvre. Le BM21, c'est une arme assez puissante, c'est celle-là, qui, comme vous voyez là, qui peut tirer une roquette de 40 roquettes en 20 secondes. Donc chaque roquette laboure à peu près 400 mètres carrés, à peu près 4 hectares. Donc vous imaginez à peu près la puissance des feux d'une salle. Et c'est ça que vous avez envoyé contre les terroristes à Konna? Oui, c'est fait. Nous avons envoyé, le résultat a été vraiment positif. Ça a permis à nous avons envoyé à peu près jusqu'à une soixantaine. Ils ont été surpris par la puissance de feu de ces BM21 et notamment aussi par l'intervention de l'aviation. Donc ça a permis à nos troupes de récupérer un certain nombre de véhicules. Aujourd'hui à Gao, nous sommes prépositionnés au niveau du pont avec les éléments de la garde républicaine. La garde républicaine sécurise les ponts. Nous sommes là pour apporter des feux aux 4 coins de la ville si besoin est. Nous sommes ici sous le pont de Wabaria, sous haute surveillance française, le centre nerveux des enclavements des régions du Nord. Et là, grâce à la promptitude et à la force d'anticipation de l'armée française et des forces spéciales du Mali, Gao a été sauvé vendredi dernier. Et pour cause, voilà la charge explosive montée par les terroristes islamistes et djihadistes pour faire exploser le pont de Wabaria, ce pour faire empêcher à l'armée malienne d'accéder à Gao. Ça, c'était destiné effectivement pour faire sauter ce pont et d'empêcher l'arrivée des forces armées. Effectivement, c'est ce qu'on a découvert ici. Il s'agit de mettre la poudre, la charge nécessaire pour faire, c'est artisanal, il ne calcule pas.
Mais bon, ils connaissent, étant des terroristes, ils connaissent la charge qui peut faire exploser un pont. La mission se poursuit. Le moral est toujours haut et ne saurait fléchir en aucun cas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois que la devise de notre unité, c'est craindre Dieu et craindre mes foudres. Et l'ennemi, il l'a ressenti, je crois. Nos envoyés spéciaux nous indiquent également qu'à Gao, plusieurs forces sont venues renforcer l'armée malienne et française. Il s'agit des forces armées nigériennes et tchadiennes, une coalition de forces dont les actions combinées concourent à la sécurisation de la ville de Gao. Nous sommes ici à l'aéroport de Gao, base de vie de l'armée malienne et de ses alliés, en compagnie également des forces françaises. Depuis le début des hostilités, dans la ville, plusieurs arrivées de forces africaines. Beaucoup de pays qui sont en présence actuellement, ici d'abord, en plus des forces maliennes qui sont entrées, nous sommes accompagnés par les forces françaises, nous avons des forces tchadiennes qui sont déjà là, nous avons aussi des forces nigériennes qui sont là, et elles sont les bienvenues. Et leur apport nous est très très substantiel aussi, et nous aide beaucoup à sécuriser la ville de Gao et les alentours. Au nom des forces armées présentes à Gao, les forces armées du Niger et les forces armées du Tchad. Le sentiment que j'ai, c'est que nous sommes très, très contents aujourd'hui. Nous remercions le grand Dieu de nous avoir permis d'être là pour soutenir nos frères maliens. Parce que le Mali, le Niger, c'est la même chose. Donc c'est une fierté. Et nous ferons tout notre possible pour participer, aider. Et je dirais même jusqu'à l'impossible. Le Mali est un pays frère et ami, et nous, ça nous fait plaisir de venir nettoyer les Moudjahou et enlever les terroristes hors du Mali. Parce que les terroristes, ils n'ont pas de frontières, n'ont pas de pays. Si on les développe au Mali, demain au Niger, après-demain au Tchad, donc ainsi de suite. Donc c'est notre devoir. Donc ainsi de suite. Donc c'est notre devoir. On sait que les forces armées tchadiennes ont eu comme maître mot de dire que si les djihadistes disent qu'ils sont des fous de Dieu, l'armée tchadienne est plus fou que. C'est ça le message? Ça, c'est le terrain qui va nous juger et on va réaliser ça. On a habité le désert, on connaît le combat, et maintenant, peut-être que vous allez chercher des pompiers pour éteindre l'effet au niveau du désert. C'est clair. Le moral est très haut. Le moral est très haut. Je demande aux populations du Mali d'être patients. D'ici, je crois que peu de temps, le Mali va être libéré totalement. Et je demande aussi les Moudjahou de déposer les armes et regagner leur pays. Il faut noter l'arrivée à Gao de la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville. Voilà le compte rendu de nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Aliou Touré. En 4e région, dans le fuseau ouest, c'est-à-dire Ségou, Nara, Tombouctou, rien à signaler. Cette zone tenue par le colonel Cheikh Amala Sidibé est aujourd'hui globalement calme. Le reportage de Beima Koné avec la collaboration de la DIRPA. Après la reprise de Djabali et de Tombouctou par nos troupes et leurs alliés, l'heure est au contrôle des zones. Que signifie le contrôle des zones? C'est permettre aux amis la libre circulation sur cette zone. Donc il n'y ait pas la présence de l'ennemi ni de son matériel qui puisse vraiment nuire à la liberté d'action des forces armées. Nous sommes dans la commune de Monimpe-Bougou. Ici, les zones sont bien tenues par les forces armées et de sécurité du Mali. Avec l'arrivée des militaires qui nous a renforcés à continuer nos travaux dans la quiétude. Depuis qu'ils sont là, nous n'avons pas eu peur. On n'a pas eu de menaces. Les militaires sont venus, il y a la bonne collaboration, on est content. Le social malien même demande ça. Dans cette zone du fuseau ouest cohabitent deux groupements tactiques interarmés GTIA. L'un est basé à Monimpe-Bougou et l'autre à Markalani. Nous avons pour mission tactique le contrôle des zones. Donc ça fait un rayon de plus de 70 km. Et nous attendons le départ pour notre destination Thessalite avec beaucoup d'impatience. Nous sommes là en contrôle de secteur. Donc nous attendons et les autres en vue d'un mouvement ultérieur. Déjà, il faut comprendre que après les attaques de Kona et de Djabali, donc les choses se sont précipitées et c'est dans ce cadre-là que le détachement français a eu à faire mouvement avec
un de mes ETIA. Actuellement, à l'heure où je vous parle, ils sont à Tombouctou. Globalement, le fuseau ouest est relativement calme. La reconquête s'est bien passée, mais nous déplorons quelques blessés de notre côté, mais ce n'est pas des blessures graves. Mais du côté ennemi, nous pouvons dire que l'ennemi n'a pas pu résister vraiment au raid que les troupes françaises et maliennes ont mené. Malgré cette accalmie, Cheikh Amala Sidibé a invité les populations à continuer à bien collaborer avec les forces armées et de sécurité du Mali. Le déploiement des éléments de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, continue. L'effectif est estimé à 70%. L'information a été donnée cet après-midi à la presse par le nouveau porte-parole de la MISMA. Il s'agit du colonel Yao Al-Djoumani. Mohamed Diarra, compte rendu. Des barricades érigées par-ci, des militaires stationnés par-là. Le siège de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, qui se situe à Balabou, impressionne plus d'un. Les journalistes, au cours de leur premier contact avec le porte-parole de la MISMA, s'en sont rendus compte. Le colonel ivoirien Yao Al-Djoumani a tenu à donner la vraie information par rapport aux événements en cours dans notre pays. Nous sommes à plus de 70% des hommes attendus sur le terrain déjà déployés. Nous sommes à environ 1428 hommes de la MISMA sur le terrain, en dehors des pays africains, en dehors des pays de la CEDEAO. Il y a des pays hors CEDEAO qui ont décidé d'apporter leur soutien au Mali. Je prends l'exemple du Tchad, qui nous a prévu l'envoi de 2500 hommes en renfort de la MISMA. Et depuis hier, je peux vous rassurer que les troupes tchadiennes ont franchi la frontière du Mali. La MISMA, les forces françaises et celles des pays amis non membres de la CEDEAO poursuivront leur mission de reconquête des zones occupées. Pour ce qui concerne Kidal, les propos du conférencier sont sans embâche. Nous n'avons pas l'information qui dit que la France ne veut plus aller à Kidal. Pour nous, la France est prête à aller partout. Et nous suivrons la France avec le Mali partout pour libérer le Nord Mali. L'Ivoirien rassure la presse que la collaboration entre les différentes forces militaires se passe très bien sur le terrain. Le colonel Al-Djoumani a également fait cas de la situation des réfugiés maliens dans la sous-région, près de 150 000 à la date de décembre dernier, un chiffre qui a augmenté avec les récents événements. Le côté humanitaire devient très très important. Il faut faire vite. Et je suis convaincu que les humanitaires s'y attellent pour que le problème soit réglé de façon rapide et efficace. Désormais, le point est établi entre les journalistes et la MISMA. Chaque mercredi, un point de presse sera organisé pour faire le point de la situation, a conclu le colonel. Après donc la reconquête de certaines régions occupées, l'heure est au retour, surtout pour les élus de ces villes. La question est au cœur d'une rencontre d'échange et de concertation organisée par le collectif des élus du Nord. Il s'agissait également d'impliquer les partenaires techniques et financiers afin de faciliter ces retours. Mahamadou Doumbia nous en dit plus. Échanger sur la situation actuelle des régions occupées par des djihadistes, des terroristes et autres trafiquants de drogue, sensibiliser les populations pour éviter l'amalgame et expliquer le processus de dialogue et enfin définir des plans d'action concrets pour le retour des élus communaux. Tels sont les buts de cette rencontre du collectif des élus du Nord. Au regard des pertes subies par l'ennemi depuis le déclenchement de l'opération Serval, la libération totale de notre territoire national s'annonce très prochaine. En prélude du retour de l'administration centrale sur le terrain, il sied aux élus locaux et nationaux que nous sommes de nous retrouver pour créer les conditions idoines nous permettant de réinvestir nos localités aux fins de consolider dès à présent les maigres acquis sur lesquels le Mali devra désormais s'appuyer pour sa reconstruction. Conscient que le spectre de la destruction programmée de nos régions occupées s'éloigne à mesure que l'armée malienne, les forces françaises et celles des pays amis reprennent le terrain jadis perdu, nous ne devons pas perdre de vue nos blessures déjà profondes. Concernant le MNLA, moi je trouve que c'est trop tôt de pouvoir en parler. L'action que le gouvernement du Mali, la France, s'est
la communauté internationale a commencé doit continuer. Et quand on aura conquis tous les territoires, on pourra discuter avec celui qui est prêt à discuter dans le cadre de l'intégrité du territoire dans un Mali un et indivisible et laïque, sans les armes, sans aucune pression. Ce n'est pas très tôt parce que les rebelles qui sont cachés parmi les populations les connaissent. Entre nous, on se connaît. Et justement, c'est pour aider les militaires, c'est pour aider l'armée malienne à dénicher tout ce qui peuvent tenter de se dissimuler dans la population. Entre nous, nous avons vécu sur ce territoire, donc on se connaît, nous savons ceux qui ont pris les armes. En attendant la libération complète des territoires occupés, négocier avec des quelconques terroristes caméléons sans identité fixe est un leurre. Pire, il faut éviter le retour à la case départ. Réorienter les actions de l'initiative pour l'eau et la sécurité alimentaire en Afrique, c'est le but d'un atelier organisé par l'organisation et ses partenaires. Alucine Touré, les détails. Assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de développement durable permettant aux populations de la région ouest africaine de vivre dans des conditions socio-économiques décentes, c'est ce que vise l'IESA, l'initiative Eau et Sécurité Alimentaire pour l'Afrique. L'IESA intervient dans 5 pays ouest-africains, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et la Guinée. Nous intervenons pour la maîtrise de l'eau à l'échelle faible, en réalisant des puits à grand diamètre dans les périmètres pour les femmes, en faisant des ponts-barrages pour l'irrigation et permettre la riziculture et développer et l'intensifier en même temps la production dans ces zones. Comme autre composante, nous sommes intervenus aussi dans les activités de diversification, c'est-à-dire l'élevage à cycle court. L'organisation du présent atelier répond à la nécessité d'initier une nouvelle vision de l'IESA entrant dans les stratégies et politiques de la CEDEAO en matière de développement agricole. Après tous ces acquis, le projet dans sa première phase arrive à terme le 30 juin 2013. Pour l'élaboration de la nouvelle vision stratégique IESA et l'opérationnalisation de ces axes stratégiques, il a été retenu par les différents acteurs que pour mieux assurer la place de cette vision dans les stratégies et politiques au niveau de la CEDEAO en matière de développement agricole, les éléments suivants devront nécessairement être pris en compte. 1. Les politiques et stratégies nationales et régionales de développement agricole. 2. Les programmes nationaux et régionaux d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 3. Le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Les acteurs ont été suffisamment informés du niveau de mise en œuvre de l'IESA 1 et de ses résultats. La nouvelle vision et les axes stratégiques de l'IESA ont été partagés et validés. Don de 147 ordinateurs aux 7 lycées publics de la première région, une action de la coopération décentralisée Île-de-France, Conseil régional de Caille. Mahamadou Alioubari, correspondance. Dans leur programme de vulgarisation de l'enseignement de l'informatique dans les lycées publics de la région de Caille, le Conseil régional de Caille et son partenaire Île-de-France viennent de remettre un important lot de matériel informatique aux 7 lycées publics de la région. Au nom de ses collègues, le proviseur du lycée de Gokolo Konara et Sidibé s'est dit fier de recevoir ces outils informatiques tout en demandant aux élèves de redoubler d'efforts. C'est une façon de cultiver l'excellence. Parce que l'informatique étant, n'est-ce pas, un organe, comme je le disais tantôt, vital de la communication, tout ce que nous faisons dans les établissements aujourd'hui, c'est la communication. Surtout avec l'APC, où le professeur n'est plus le seul détenteur du savoir. L'enseignement de l'informatique vise à mieux outiller et à mieux armer les élèves pour leur permettre de faire face aux défis du monde moderne. Dans cette même perspective, le Conseil régional de Caille a décidé de construire dans chacun des lycées publics de la région une salle multimédia avec l'accompagnement de la région Île-de-France qui est le partenaire principal. Signalons que chaque lycée a reçu 21 ordinateurs, soit 5 ordinateurs pour l'administration et 16 ordinateurs destinés à la salle informatique pour la formation des élèves.
Un mot de sport, Foot CAN 2013, Zambie-Burkina Faso 0-0. Le Burkina Faso qualifié, la Zambie au tapis. Les étalons du Burkina Faso se qualifient pour les quarts de finale de la CAN 2013 suite au match nul acquis face à la Zambie. Un score de parité qui élimine les champions d'Afrique en titre. La Zambie dit donc adieu à la CAN 2013. Et l'autre match qui opposait le Nigeria à l'Éthiopie, les Super Eagles ont battu les Éthiopiens par le score de 2-0. Notre collègue journaliste Amadou Ouattara n'est plus. Il a été arraché brutalement à notre affection hier lundi au point G des suites d'une longue maladie. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Kalabankoura en présence d'une foule de parents, d'amis et de collaborateurs. Nando Dambeli. Né en 1965 à Djoumatene dans le cercle de Kadiolo, Amadou Ouattara avait 48 ans. Il fit respectivement ses études primaires et fondamentales à Djou et à Bla. Titulaire du diplôme d'études fondamentales, il entre à l'Institut national des arts INA de Bamako, d'où il sort avec le diplôme d'animateur socio-culturel. Il prit fonction à Tombouctou. Il revint à Sigasso, à la station régionale au terme de cette localité. Amadou est de nouveau muté à la station régionale de Mopti. De là, il partit pour l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication de Dakar au Sénégal. Il revint au Bercail avec le diplôme supérieur de l'information et de la communication et prit service à l'Office de radio-diffusion-télévision du Mali. Il s'est éteint lundi 28 janvier 2013. Je retiens de Amadou quelqu'un qui aimait son travail. Il était toujours à la tâche. J'ai travaillé avec lui à la station régionale FM TV de Mopti. Nous nous sommes retrouvés à Dakar pour la formation. Et à Bamako aussi, on a travaillé ensemble. Vraiment, je retiens de lui un travailleur. Vraiment, il va nous manquer. Il est irréprochable sur le plan social. Un homme très affable. Vraiment que la tête lui soit légère. Il laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins inconsolables. Madame Fadimata Oualet Abdoulaye, une consoeur, nous a aussi quitté le 20 février 1965 à Takint Bourem. Elle obtint son DF en juin 81 à l'école fondamentale de Sanei à Gao. À l'ORTM, elle est affectée à la direction de l'administration et des ressources humaines et occupa le poste de chef de division des ressources humaines. Adja Togura Fadimata Oualet Abdoulaye laisse derrière elle 5 enfants inconsolables. Une autre nouvelle triste, le capitaine à la retraite Sékou Diarra est décédé, officier de l'Ordre national du Mali. Sékou Diarra a été conduit à sa dernière demeure à Ségou par les autorités régionales, ses compagnons d'armes et plusieurs personnalités. Condécila. Capitaine de l'armée malienne, Sékou Diarra, cet officier à la retraite que le Mali vient de perdre, et de la deuxième promotion de l'IMIA, promotion Sékou Amadou. Autorités régionales, compagnons d'armes, notabilité, parents, amis et connaissances ont tenu à rendre un dernier hommage à cet officier de carrière qui a gravi les échelons du soldat jusqu'au grade du capitaine. Incorporé en 1956, Sékou Diarra a servi successivement à Kay, Bamako, Tombouctou. Il fut médaillé du mérite national et de la médaille commémorative de campagne. Sékou Diarra a été également décoré chevalier de l'ordre national et officier de l'ordre national du Mali. À sa retraite en 1992, il a été le chef de quartier d'Angoulême-Ségou, président de la coordination des chefs de quartier et président de l'association des anciens combattants de Ségou. Sékou Diarra laisse derrière lui 2 veuves et plusieurs enfants. Repos éternel pour ces disparus. Amen. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Restons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour très bientôt. Bonsoir et à demain.